Bienvenue sur ce retour d'expérience Kuiper, sur ce témoignage, 5 conseils d'entrepreneurs qui ont digitalisé leur cœur de métier. Alors, on va commencer. Oups. Je vais commencer par me préparer. Oh là là. Ouais, je vais commencer par me présenter. Donc, Raphaël Despinas. Je travaille chez Hippon Technologies. Je suis le directeur du Hippon Scale Studio qui a accompagné Kuiper qui accompagne encore d'ailleurs Kuiper depuis maintenant un peu plus d'un an. Je vais en profiter là pour vous présenter un peu l'outil Livestorm. Alors, donc, du coup, je constate avec plaisir qu'il y en a déjà beaucoup qui ont utilisé le chat. Mais vous avez d'autres onglets. Donc, il y a un onglet questions. C'est l'onglet qui va servir en fait à collecter les questions qui vont être posées et auxquelles on va pouvoir répondre à la fin de l'événement. Et vous avez aussi un onglet sondage qui, lui, va vous permettre à la toute fin de l'événement de pouvoir évaluer le REX sous la forme d'un rôti. Donc, n'hésitez pas à la fin à utiliser l'onglet sondage et n'hésitez pas tout le long de la présentation à utiliser l'onglet questions. Comme ça, on pourra toutes les… Enfin, je ne sais pas si on les prendra toutes, mais en tout cas, on pourra en prendre un certain nombre à la fin du débat. Je vais laisser la parole à nos intervenants, donc Nathalie Duchesne, Thibaut Delaveine, Anne Jacquet et Laura Poutvigne. Donc, bonjour à vous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Bien sûr, Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie, je suis présidente de Kuiper et également donc intrapreneuse au sein d'un grand groupe bancaire. Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai exercé le métier d'ingénieur patrimonial pendant une vingtaine d'années au sein de différentes banques privées et j'ai également dirigé un centre de banque privée sur la région de Lyon. J'ai ensuite monté différents projets assez innovants, toujours pour cette même banque. Et c'est là où j'ai découvert la gestion de projet et j'ai vraiment adoré ça. Alors, par cette expérience, au fil des années, j'ai pu acquérir une vision assez précise des besoins en matière de gestion de patrimoine pour les conseils des chefs d'entreprise, également des chefs d'entreprise eux-mêmes, ce qui m'a énormément aidé pour monter Kuiper. De mon côté, Thibaut, bonjour à tous. Je participe aussi au projet Kuiper en tant que directeur général. Je suis aussi intrapreneur au sein de notre groupe. Alors, j'ai exercé plusieurs métiers au sein de notre banque d'origine. J'ai développé ma maîtrise notamment des outils de connaissance client et ma volonté surtout de les automatiser pour gagner du temps. Mon dernier métier en ingénierie patrimoniale m'a permis à la fois de m'approprier toutes les notions utiles au conseil client, mais surtout de découvrir les freins et les obstacles à la réalisation de ce conseil dans les meilleures conditions possibles. C'est l'envie d'améliorer cette situation qui me pousse tous les jours dans l'aventure Kuiper. Merci Nathalie, merci Thibaut. Anne, Laura. Bonjour à tous. Moi, je me présente, Laura. Je suis consultante chez Hippon Technologies depuis 2 ans et demi et ingénieure côté développement chez Kuiper depuis 1 an. Et bonjour à tous, je suis Anne Jacquet, développeuse aussi chez Hippon Technologies depuis 2 ans et demi et je travaille pour le développement de la plateforme Kuiper depuis un peu plus d'1 an. Eh ben, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Un petit focus quand même sur Kuiper, ce qu'est cette plateforme, ce qu'est cette start-up. Est-ce que vous pouvez nous présenter Kuiper ? Oui, nous avons donc développé Kuiper qui permet aux professionnels du chiffre et du droit de formaliser du conseil patrimonial pour le vendre à leurs clients, chefs d'entreprise. Donc notre start-up est basée sur le B2B2C. C'est un logiciel en mode SaaS dans lequel nous avons industrialisé une méthode d'ingénierie patrimoniale avec un parcours guidant qui est aujourd'hui unique sur le marché. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un outil pédagogique qui permet aux experts comptables, aux notaires, aux CGPI, aux avocats d'être proactifs, d'augmenter leur productivité et également leur chiffre d'affaires grâce à la vente du conseil. Ce logiciel, aujourd'hui, il est composé de 3 briques. Tout d'abord, un campus. C'est là où nous formons sur notre matière, la gestion de patrimoine. Et également, nous avons développé différents supports pour permettre à ces professionnels de changer de mindset et de pouvoir vendre ce conseil. Ensuite, la deuxième brique, c'est la réalisation d'un diagnostic patrimonial qui se fait en quelques minutes.
Ce diagnostic, il permet d'ouvrir le dialogue avec le client et permet aussi de mieux le connaître et donc de mieux l'accompagner et de lui vendre la mission de conseil. Et enfin, le cœur de Kuiper, c'est la stratégie patrimoniale. C'est un document qui est réalisé grâce à un moteur intelligent que nous avons développé qui propose des suggestions patrimoniales en fonction des données du client. Ce document, en fait, il formalise la mission de conseil et il permet de la valoriser tout simplement. Et ce document, il est également entièrement personnalisé et chiffré aux données du client. Voilà ce qu'est Kuiper aujourd'hui. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais en profiter aussi pour présenter Hippon Technologies en quelques mots. Donc, Hippon est un cabinet de conseil et de réalisation. Notre objectif, c'est d'accélérer les clients de la page blanche, de thématique page blanche, jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation. Alors aujourd'hui, Hippon Technologies, c'est 19 ans d'histoire, 500 collaborateurs à fin d'année 2020. Donc, vous avez le chiffre d'affaires 2020 de 50 millions d'euros. Et on est présent France, États-Unis, Australie et Russie. Voilà, j'en ai fini sur la partie présentation. On va pouvoir rentrer sur le cœur du sujet de ce retour d'expérience. Donc, 5 conseils d'une digitalisation d'un cœur de métier réussi. Et on va pouvoir commencer par aborder le premier conseil. Donc, si je reviens, donc aujourd'hui, Kuiper, c'est un peu plus de 2 ans d'existence. Et si je reviens sur la genèse du projet, et je m'adresse à Thibaut et Nathalie, finalement, comment vous est venue cette idée? Quelle a été votre démarche? Et comment est-ce que vous avez identifié, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qu'il y avait des axes de digitalisation sur ce métier de la gestion patrimoniale qui reste un métier très réglementé? Donc, je vous laisse. Alors, Raphaël, en fait, c'est tout d'abord né d'une opportunité. Tout simplement, le lancement d'un programme d'intrapreneuriat au sein de notre banque. Et puis, ce programme correspondait à notre volonté de nous lancer dans la création d'une entreprise avec Nathalie. Nous sommes donc rentrés en 2018 dans un programme d'accélération chez Axeléo, notre incubateur, avec quelques certitudes. Nous avions envie de créer un outil qui aurait facilité notre vie dans notre ancien métier. Nous avions le sentiment que nous pouvions digitaliser le cerveau d'un ingénieur patrimonial et surtout que ça aurait énormément de valeur ajoutée pour les professionnels du conseil. Alors, dans un premier temps, on a challengé réellement notre intuition sur le produit lui-même. Était-il possible d'apporter des gains de productivité dans une profession basée sur l'intuitu personnel? En fait, est-ce qu'on pouvait industrialiser une démarche, traiter par algorithme 80% des sujets et donc s'adresser à tous les clients chefs d'entreprise et les clients particuliers? Et puis, quelles étaient les fonctionnalités indispensables dans cet outil? Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à nos utilisateurs potentiels. Est-ce qu'ils étaient prêts à se lancer sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas complètement? Dans ce cas, de quoi avaient-ils besoin? Une formation, des tutoriels, un support client, les trois? Et surtout, leur point principal, comment les rendre proactifs sur la vente du conseil? C'est pour ça que dans un deuxième temps, nous avons vérifié le potentiel de notre marché. Là encore, des questions. L'objectif était de remettre en cause notre méthode et d'essayer d'occuper la meilleure place, celle que personne n'occupe tout simplement. On a donc cherché à qui pourrait s'intéresser à notre outil. On a fait le tour de tous les conseils, que ce soit conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notaire, expert comptable, avocat. Et en fait, ils étaient unanimes. Ils avaient tous le même besoin, un outil simple et rapide pour se lancer et enfin valoriser leurs conseils. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque comme outil? En fait, aucun outil ne les satisfaisait pleinement. Soit ils étaient trop complexes, trop longs, et en fait, ils finissaient par écrire leurs conseils sur un bout de nappe au restaurant à la fin du rendez-vous avec le client. Donc, après avoir confronté nos idées initiales avec tous ces constats, on a vu que nos hypothèses étaient les bonnes, et on a décidé d'aller plus loin, de développer notre outil et de suivre les évolutions du marché pour garder notre avance sur cette approche novatrice. Et c'est là, en fait, on a eu vraiment besoin de structurer notre démarche. Dans un premier temps, on a eu l'idée, en fait, de chercher les personnes les plus influentes, des relais dans nos secteurs d'activité, et notamment les personnes qui étaient les plus suivies sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'était vraiment de vérifier leurs besoins et les thématiques qu'ils mettaient en avant pour coller vraiment et répondre au maximum à leurs besoins. Alors, par exemple, parmi les experts comptables, il y a une trentaine de personnes aujourd'hui très actives sur Twitter
et nous les avons approchés dans différents salons professionnels que nous avons pu faire. Et là, nous avons rencontré les présidents des ordres régionaux et également des différents syndicats. À mon avis, il est vraiment très important de trouver vraiment des relais d'opinion, car ça a beaucoup de poids finalement d'être recommandé par ce type de personnes et ensuite démarché par notre commercial. Et puis, dans un deuxième temps, on a eu besoin de développer un prototype. Ce développement nous a permis de vérifier vraiment que nous pouvions formaliser ce conseil patrimonial comme nous le souhaitions. Et également, comme le disait Thibaut, qu'on pouvait justement réaliser des stratégies patrimoniales pour 80% des dossiers. Alors vraiment, à ce moment-là, grâce au prototype, on a testé le parcours client en retournant voir nos utilisateurs, on les a fait réagir, on a modifié aussi ce parcours et ça nous a permis de prioriser nos développements. Alors vraiment, à ce stade, quand on développe ce type de prototype et qu'on a les retours clients, je pense qu'il est très important, c'est vraiment de rester vraiment focus, car le risque, c'est aussi de partir vraiment dans tous les sens et au final de rien avoir de réellement probant. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé pour certains start-upers de notre entourage. De temps en temps, on peut trop en faire et finalement, on ne démontre rien. Et là, le risque, c'est que les investisseurs ne suivent pas. En fait, c'est grâce à toutes ces différentes étapes qu'on est arrivé sur vraiment une proposition de valeur très claire et simple pour Quipper. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, Quipper, c'est une plateforme qui forme les utilisateurs et leurs collaborateurs sur la gestion de patrimoine. C'est une plateforme qui industrialise l'ingénierie patrimoniale de façon simple et pédagogique. Et c'est aussi une plateforme qui accompagne les utilisateurs pour vendre ce type de mission de conseil. Bah, c'est très clair. Merci à vous. Et donc, du coup, en termes de durée, finalement, si on revient sur cette partie cadrage, idéation, combien de temps vous avez pris pour passer justement pour arriver à cette proposition de valeur, pour arriver à la structurer, à la formaliser? En fait, il nous a fallu quasiment 1 an. Parce qu'on a déjà, quand on vous l'expliquait, donc en fait, on est passé chez Axeléo, notre incubateur. Ça a duré 6 mois, cette partie-là, où on a vraiment travaillé l'idée, maturé finalement notre proposition. Et puis ensuite, le développement du prototype et les retours qu'on a pu avoir grâce à ça, ça a duré aussi 6 mois. Donc 1 an au total. Très bien. Encore une fois, je m'adresse un peu à tous les intervenants, à tous les interlocuteurs, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'outil, comme ça au moins on les prendra à la fin. Ben, merci beaucoup. On va pouvoir passer du coup au deuxième conseil. Donc je reviens un peu sur l'historique. Au moment où vous avez enfin formalisé cette proposition de valeur, vous êtes quand même que tous les deux sur le principe. Donc je dirais pas un seul, mais quand même. Et finalement, une des clés du succès, ça a été d'identifier et de fédérer des partenaires autour de vous et de créer la collaboration entre les partenaires. Alors, c'est ça qui est intéressant dans votre parcours. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Comment est-ce que vous les avez justement identifiés, fédérés? Et comment vous avez fait pour que ces partenaires travaillent tous ensemble? Alors, tu as raison, Raphaël, à deux, c'est un peu compliqué de monter une fintech, surtout quand on est uniquement côté métier comme nous. Donc, on a voulu s'entourer de partenaires agiles, sympas aussi, mais surtout qui avaient la même vision que la nôtre. C'est-à-dire que l'on cherchait à ce qu'ils nous apportent leur complémentarité, leurs idées et qu'on aille tous dans le même sens. Ça marche évidemment que si on est transparent et qu'on a une totale confiance les uns avec les autres. C'est aussi un choix stratégique de notre part de travailler avec des prestats parce que ça permet d'avoir une réponse agile et rapide à nos besoins. Et puis, sans se mentir, ça permet aussi de changer assez rapidement quand ça ne va pas. Donc, pour rentrer plus dans le détail de nos partenaires, il y a des petites histoires qui sont intéressantes, notamment comment nous avons rencontré notre partenaire business, qui est LexisNexis. En fait, on est allé au congrès des experts comptables à Clermont-Ferrand. On voulait rencontrer nos utilisateurs. Et en fait, on a rencontré notre partenaire business, qui aujourd'hui est notre rédacteur de contenu, qui avait une grande expérience du marché des experts comptables, mais qui, au fil des discussions, a vu notre volonté et a créé avec nous une nouvelle approche avec du legal design, une plateforme moderne, tout en validant juridiquement les éléments. Alors, sur la partie technique, pas de secret, Ypon est arrivé très rapidement. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour participer avec vous. Sur le côté architecture, développement, infrastructure,
Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le côté agile. Et puis, c'est surtout la facilité de communication avec nous qui n'étions pas du métier. Et la communication aussi avec nos autres partenaires. Vu de notre fenêtre, voir les développeurs laisser une partie de l'entrée en relation sur la plateforme gérée par d'autres prestataires plutôt typés marketing avec une entrée sur le WordPress, une relation qui est un peu gérée ailleurs, bah, c'est important de voir que chacun a su prendre sa place et que tout le monde a pu comprendre que c'était pour le bien de Quipper qu'on fonctionnait comme ça. Et pour le bien de Quipper et aussi pour faciliter le go-to-market, parce que c'est le troisième élément qui nous importait. Et grâce à 3-2-1 Funded, un startup studio, on a réussi à avoir un go-to-market de qualité parce que déjà, ils avaient réussi leur. Allez voir Wengo, c'est leur réussite. Et en fait, dans leur idée, c'est d'accompagner sur la fourniture de sites web, outils CRM, des startups en création. Et aujourd'hui, ils nous ont permis d'avoir un go-to-market qui tourne. Évidemment, en tant qu'intrapreneur, on avait le soutien financier de notre sponsor, mais à la fois de ses filiales aussi, toutes les filiales sécurité, juridique, fiscale. Et de ces contraintes, on en est passé en avantage parce qu'on a pris aussi toutes les idées de chacun. En fait, pour résumer, nos prestataires sont des partenaires. Nous les écoutons autant qu'on leur demande des solutions. L'objectif est de faire avancer Quipper au plus vite et que chacun ne travaille pas en silo, puisqu'on sait que ça fonctionne pas. On évite les tensions, on discute, on prend la valeur ajoutée de tous. Mais si tout le monde travaille entre nous, on a gardé bien évidemment le pouvoir de décision et de validation finale. Oui. Je pense aussi que la collaboration, ça a été la recette magique de la réussite de Quipper. Ça permet vraiment de déléguer et de nous concentrer sur les décisions stratégiques. Parce qu'en fait, au bout de quelques semaines, on s'est vite rendu compte que nous ne pouvons pas tout faire à deux et que surtout, nous ne savions pas tout faire. Donc, déléguer a vraiment été très important et la clé du succès. Aujourd'hui, on n'aurait pas une plateforme aussi chouette si nous ne l'avions pas fait parce que tout simplement, nous ne sommes pas des experts en marketing, en design, etc. Par contre, nous avons énormément appris à côté d'eux et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas et c'est déjà une belle avancée. Et puis également, ça nous a permis de créer un groupe, une vraie équipe soudée en qui nous avons confiance. En fait, je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est que on a longtemps été deux, mais on s'est jamais vraiment senti uniquement deux. Et je pense que c'est aussi très important d'avoir ça dans les moments de doute, car ce sont finalement souvent nos partenaires qui nous remontent le moral ou qui nous relancent sur des sujets qu'on essaye de mettre de côté. En fait, cela nous booste énormément. Et puis également, au sein de notre board, notre conseil de surveillance, nous avons vraiment aussi voulu avoir des personnes externes à notre groupe, des vrais entrepreneurs qui avaient réussi, qui avaient monté des startups. Et alors, c'est vrai qu'on s'est un peu battu pour les avoir à nos côtés, mais je pense que c'est aussi très important d'avoir une vraie vision stratégique et ça nous donne une vision d'avenir différente. Mais cette recette magique, elle n'aurait pas pu fonctionner si on n'avait pas mis un ingrédient important qui est la capacité d'écoute. En effet, on s'attache vraiment à se remettre en question très souvent. Et d'ailleurs, on l'a constaté, c'est vraiment à ces moments-là qu'on trouve nos meilleures idées. Et enfin, je pense qu'il est primordial que tous ces partenaires soient embarqués de la même façon et la même compréhension du métier et de sa vision stratégique. Ça veut dire que concrètement, en fait, tous les matins, on fait un daily huddle et nous partageons avec les développeurs les bonnes nouvelles, les rendez-vous prometteurs avec un client ou alors nos déceptions. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de les engager au même titre que nous. Et l'idée étant de mettre le moins de cloisons possible entre les différents métiers. Et sincèrement, j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais oui, il n'y a pas de raison, Nathalie. Ouais. Merci. Merci encore pour ce conseil. Alors, du coup, je vais passer sur le troisième. Alors, c'est vrai que celui-là, là, donc en fait, sur les différents échanges qu'on a eus sur l'année 2020, parce qu'Hypon accompagne Quipper depuis décembre 2019 maintenant, donc un tout petit peu plus d'1 an, c'est quelque chose qui revenait vraiment très souvent dans les échanges que j'avais avec vous. C'était cette question de la posture entrepreneur, parce que il faut le rappeler encore une fois, il y a
2 ans et demi, vous étiez salarié d'un grand groupe et aujourd'hui, vous avez pris ces nouvelles responsabilités de présidence et de direction générale. Quels sont les conseils que vous pouvez donner finalement aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur cette posture entrepreneur? C'est vrai que tu as raison, Raphaël. Je pense qu'il a vraiment fallu qu'on change d'état d'esprit nous-mêmes et que nous devenions des vrais entrepreneurs. C'est vrai qu'on avait quand même une très longue expérience au sein de ce grand groupe bancaire. Mais je pense qu'en fait, on avait vraiment terriblement envie de nous dépasser et de vraiment vivre une vraie aventure entrepreneuriale. Alors, c'est vrai que nous, on a eu la chance de côtoyer beaucoup de chefs d'entreprise dans nos anciens métiers qui ont accompli des choses incroyables et qui ont partagé leur histoire professionnelle avec nous. Donc, forcément, ça nous a donné envie aussi de faire comme eux et de vivre cette aventure. Alors, il a fallu quand même qu'on développe la confiance en nous pour se rassurer aussi qu'on était capable finalement de monter une fintech sans être des pros de l'informatique. Alors, pour ça, en fait, on a démarré par écouter pas mal de podcasts et sincèrement, je pense que je suis devenue un peu accro. Et on a lu aussi pas mal, notamment, donc le dernier en date, c'était un livre assez inspirant sur la création de start-up, la start-up Alan. Et puis on a écouté nos utilisateurs, ils nous ont énormément appris. On a rencontré environ 150 professionnels de tous horizons, participé à des salons professionnels, et ça nous a énormément rassurés aussi. Et quand finalement on n'avait pas forcément au démarrage beaucoup d'argent pour participer à ces salons, finalement c'était pas grave, on y allait quand même, on distribuait des flyers, on discutait et on repartait finalement très confiant de développer la bonne solution. Finalement, à ce stade, je pense qu'il est important, c'est de rien s'interdire, vraiment d'être curieux de tout, des solutions, des besoins et puis d'écouter ses envies. C'est vraiment grâce à ce dialogue permanent que naissent les meilleures idées et notamment finalement c'est là qu'on a eu peut-être la meilleure idée sur notre plateforme à ce jour qui était de créer le diagnostic patrimonial parce que finalement c'est ça qui nous a aujourd'hui permis d'avoir un parcours unique avec ce point d'entrée très important. C'est exactement ça. Le diagnostic patrimonial, cette vision qu'on a eue du diagnostic, c'est celle qu'on essaye d'appliquer à toute la plateforme. L'objectif, c'est de savoir ce que l'on veut qu'elle soit dans 5 ans, en termes de fonctionnalités, de clients et de possibilités. Mais c'est surtout d'avoir cette vision long terme qui permet de conditionner l'architecture globale et certains choix techniques initiaux. La plateforme est donc pensée pour être évolutive, déjà parce que notre métier peut changer avec la prochaine loi de finances. On peut intégrer une nouvelle brique dans notre architecture. Et puis, peut-être que demain, notre application sera intégrée dans un autre environnement, sur une marketplace, par exemple. Et surtout aussi qu'on a déjà modifié notre parcours, c'est-à-dire que le diagnostic, on l'a intégré alors que le prototype était déjà validé, et ça ne nous a pas empêché d'être évolutif. Donc, l'idée, c'est que Quipper doit dès maintenant rencontrer son marché, mais surtout anticiper le marché de demain. Et puis, qui sait, peut-être qu'en 2023, ce sera la première appli que vous allez télécharger sur l'Apple Store. On y compte bien. Eh ben, merci encore. Du coup, là, sur le 4e conseil, pardon, pas le 3e, sur le 4e conseil, amener la technique à servir le métier, je vais pouvoir donner la parole à Anne et Laura. Alors, on l'a un petit peu compris avec les premiers échanges. Là, le métier de l'ingénierie patrimoniale, c'est quand même un métier assez compliqué en termes de vocabulaire et de mécanismes. Vous, Laura et Anne, vous n'étiez pas du tout au fait de ce métier-là quand vous êtes arrivés sur le projet. Et donc, finalement, comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer? Comment est-ce que vous avez réussi à apprendre le fonctionnel de la gestion patrimoniale? Et puis, finalement, aussi, côté Nathalie et Thibault, vous l'avez précisé tout à l'heure, vous n'aviez pas forcément de grande culture technique puisque vous venez vraiment d'un cœur métier. Donc, je pose la question à Laura et Anne. Comment est-ce que vous avez réussi à combiner ces deux univers pour que finalement, 1 an plus tard, on soit en prod et que tout soit OK? Donc, en effet, il y avait beaucoup de challenges pour réaliser le produit de Quipper. Et le premier axe qui nous a vraiment aidé, c'est le fait qu'on soit une seule et même équipe soudée et qu'on soit vraiment tous dans la même équipe, que ce soit Nathalie, Thibault, les autres prestataires, et qu'il y ait une bonne communication entre nous. Et donc,
pourquoi on avait besoin de ça? C'est, tu l'as dit, parce que le métier de Quipper est très complexe. Donc, nous, au sein de l'équipe technique, on est principalement donc ingénieurs en informatique. Notre métier, c'était pas l'ingénierie patrimoniale. Oui. Et il a vraiment fallu qu'on s'approprie en profondeur ce métier et qu'on en comprenne tous les enjeux. Et donc, pour ça, Thibaut, par exemple, a mis en place des ateliers pour nous former, donc pour nous expliquer comment on calcule l'impôt sur le revenu, les enjeux d'un bilan successoral ou même les détails de la fiscalité de l'assurance vie, par exemple. Donc, tout ça, c'est des formations qui ont été mises à notre disposition et qui nous ont été expliquées, ce qui nous a permis de comprendre le métier. Il y a un deuxième aspect qui était important, je pense, qui était de comprendre les enjeux de l'application. Donc, pas seulement le métier d'ingénieur patrimonial, mais aussi à quoi sert la plateforme. Qu'est-ce que doit ressentir le client quand il utilise la plateforme. Et ces enjeux-là, ils nous ont aussi été transmis. Donc, quelle est la valeur ajoutée de la plateforme? Presque dans quel contexte elle va être utilisée. Donc, l'expert comptable sur sa tablette avec son client, puis dans son bureau, devant son ordinateur, pour remplir les détails du patrimoine du client, ce genre de choses. Donc, ça, c'est toute une partie qui nous a permis qui a permis au métier de nous transmettre tout ce qu'on avait besoin pour réaliser la plateforme. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect pour nous de former le métier, donc c'est-à-dire de former Nathalie et Thibaut, entre autres, à notre métier. C'est-à-dire que pour ça, on a dû construire un langage commun, leur expliquer le vocabulaire qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un déploiement, quels sont les différents environnements qu'on utilise, quels sont les tests qu'on fait, qu'est-ce qu'un front-end, un back-end, ce genre de mots techniques. Et ce qu'on a pu leur apporter aussi, c'est Nathalie et Thibaut, ils s'y connaissaient pas tellement en gestion de projet informatique, enfin, c'était pas leur métier initial. Et nous, on a quand même une expérience, c'est quand même pas le premier projet sur lequel on travaille, et donc on a acquis des réflexes au fur et à mesure qu'on a travaillé sur ces projets. Donc des réflexes simples, par exemple, toujours commencer par un cas précis en développant une fonctionnalité, un cas fini dans un contexte fini, plutôt que d'essayer de faire un peu de tout et de faire plein de fonctionnalités en même temps. Et donc ça, c'est des réflexes qu'on a essayé d'apporter, en tout cas. Donc, finalement, eux nous ont formés, nous, on a essayé de les former aussi. Et tout ça, cette volonté des deux côtés de collaborer pour créer le meilleur produit, et cette proximité entre nous et eux, ça a permis de vraiment co-construire la plateforme. Donc, cette collaboration, elle s'est faite avec Nathalie, Thibaut, notre product owner, l'équipe de développement, les ops, donc toute l'équipe. Et on a essayé de joindre nos modes de pensée. Nous, en tant qu'ingénieurs, on a un mode de pensée très analytique, très cartésien, alors que Nathalie et Thibaut, ils ont plutôt cet aspect, une connaissance pointue du métier et de la relation client. Et on a essayé de fusionner tout ça pour collaborer sur l'analyse du besoin, les spécifications et la conception de la solution technique. Et ça a fonctionné. A priori. Ok. Peut-être, du coup, je vais donner un peu la parole aussi à Anne sur ce contexte startup finalement aussi où vous êtes intervenu. Dès le début, Nathalie et Thibaut nous avaient exprimé ce besoin de flexibilité, de réactivité. Donc, je vais te laisser répondre à ce genre d'enjeu. Comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment est-ce que vous avez répondu présent à ce type d'enjeu? Je commence juste sur ce point, donc après je donne la parole à Anne. Donc pour nous, cet esprit startup, en fait, il y avait plusieurs aspects dedans, et le premier, c'est donc vraiment ce besoin de flexibilité. Et cette remise en question permanente, nous, on l'a comprise et on trouve qu'elle est normale puisque le produit il est en phase de construction. Et c'est sûrement inhérent à toute startup finalement ce besoin de changement. Donc nous, on a essayé d'accepter ce changement et de mettre tout en œuvre pour pouvoir y réagir le plus rapidement possible. Un des aspects qui nous a permis d'être flexible, c'est notre organisation. Donc, on fonctionne en itération autour de cycles de développement qui durent environ 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, on fait une démonstration à Nathalie et Thibaut, et ça nous donne aussi l'occasion à toute l'équipe de reprioriser tout ce qu'il faut faire dans les 2 semaines à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et sous cet esprit startup, ce qui se cache aussi, c'est, en plus de la réaction rapide au changement, c'est le time to market. Et ça, je vais laisser Anne en parler. Vas-y, Anne. Donc pour réduire le time to market, on a mis en place plusieurs actions qui nous permettent à chaque fois d'optimiser le temps.
La première chose déjà, c'est de proposer souvent des simplifications et des solutions. Déjà, pour faire ça, il faut bien avoir compris le besoin. Donc, on commençait souvent par le reformuler et même essayer de le schématiser pour être sûr qu'on était bien d'accord avec Nathalie, Thibaut, le product owner, etc. Et ensuite, on a essayé de le challenger. Alors déjà, dans un premier temps, pour vérifier qu'on l'avait bien compris. Et après, pour essayer de voir s'il n'y avait pas des simplifications qui étaient possibles, si on pouvait, voire même encore essayer de le redécouper. Et aussi, il y a à plusieurs occasions, on a proposé des interfaces utilisateurs quand c'était pas vraiment défini quand il y avait juste le besoin qui était défini, mais pas vraiment comment on allait le présenter à l'utilisateur. Donc ça, c'est des choses qu'on a souvent proposées ensemble. Et un deuxième axe, du coup, pour réduire le time to market, c'est vraiment de savoir s'appuyer sur des services qui existent déjà à l'extérieur. L'objectif ici, c'est vraiment de se concentrer sur le cœur de métier de Quipper, sur ce qui apporte de la valeur. Et donc, quand il y avait un nouveau besoin, du coup, si on trouvait qu'il y avait un service extérieur qui répondait à ce besoin, on essayait de l'utiliser. Si jamais le fait de nous le développer apportait pas de valeur. Donc, on a fait ce choix à plusieurs reprises. Soit par l'utilisation d'outils gratuits open source et même des services payants. Par exemple, pour la facturation, pour toute la gestion de la facturation, on a utilisé un outil qui s'appelle Stripe, qui nous a vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Voilà, donc vraiment l'idée, c'est de se concentrer sur les développements qui créent de la valeur pour Quipper. Ok. Non, il n'y a pas d'autres ajouts. Bon. Alors du coup, time flies. Hein, je vais passer du coup au cinquième. Pardon? Non, bon, ok. Je vais passer au cinquième conseil. Alors la stratégie d'acquisition client. Donc aujourd'hui, là, depuis cet automne, Quipper est en production. Donc l'acquisition client a commencé. Moi, ma question, c'est est-ce que vous pouvez du coup nous présenter un peu la stratégie d'acquisition client, quand est-ce qu'elle a commencé, ce que vous avez mis en place avant même que le produit sorte, finalement ce qui est aussi en place aujourd'hui depuis quelques mois, et puis aussi finalement les conséquences entre ce que vous aviez prévu et ce qui se passe aujourd'hui concrètement dans votre acquisition client. Si vous pouvez nous présenter. Exactement, Raphaël. On a essayé d'automatiser un maximum de choses depuis donc octobre 2020. On construit notre stratégie d'acquisition client, mais avec une vision déjà d'un parcours d'acquisition qui puisse être totalement digital. Pourquoi? Parce que on veut pouvoir être scalable sans avoir une centaine de commerciaux pour multiplier les appels et la conquête client. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par créer une base client. Alors, tout simplement, les clients à qui on avait fait des démonstrations, les clients à qui on a fait une démonstration lors des salons où on a participé, etc. Mais surtout, on a mis en place une stratégie d'acquisition digitale via les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire pour suivre notre activité. Aujourd'hui, on a une base de clients, de prospects, de plus de 1000 leads qualifiés que nous déversons par paquet dans HubSpot. HubSpot, c'est quoi? C'est notre outil CRM qui nous permet d'avoir une construction précise de ce qu'on fait de nos leads et échelonné dans le temps. Donc, on a une construction de séquence qui permet à la fois d'organiser notre activité, d'économiser aussi le temps de nos ressources rares, donc notre Customer Success et notre Sales, parce qu'on va faire parfois des mails avec une vidéo, parfois des relances par mail tout simplement, et puis aussi des calls téléphoniques réguliers. Nous avons évidemment créé aussi un site internet. Là-dessus, on a voulu créer du trafic via du SEO. Donc, on a fait une étude détaillée des mots-clés, et là, pour le coup, on repasse sur notre métier d'ingénieur patrimonial pour voir sur quels éléments on pouvait se différencier de concurrents de notre taille pour passer devant eux en termes de référencement. Et évidemment, un suivi via Google Analytics pour voir les résultats de ces différents éléments mis en place. Alors, on a évidemment une méthode plus classique, plus ancienne, j'allais dire, en termes de marketing, donc un one-pager pour pouvoir envoyer en support des mails dans HubSpot. On a aussi utilisé Mailchimp pour faire des emailing.
quelque chose de classique. En fait, les enjeux pour nous, c'était d'avoir la base de lead la plus qualifiée possible, d'identifier les canaux d'acquisition les meilleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une pré-campagne fin 2019, donc largement en amont. La pré-campagne, l'objectif, c'était de mesurer les retours par rapport aux coûts engagés sur les différents réseaux. Pourquoi? Tout simplement pour dimensionner notre effort budgétaire, puisqu'on était en phase de création de notre business plan, donc il fallait savoir où est-ce qu'on allait au niveau des dépenses, et puis aussi savoir quel canal privilégier. Ouais. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous arrivés? Eh bien, on a monté d'autres éléments encore, tout simplement des partenariats avec des startups déjà sur le marché, avec une base client. Pourquoi? Pour capter encore plus de visibilité sur des plateformes qui avaient déjà trouvé leur marché et sur lesquelles on pouvait être une offre complémentaire. On a aussi essayé de prendre contact avec des grands groupements d'experts comptables, toujours dans cet esprit d'économiser notre temps et toucher un maximum de cabinets, puisque on a vu l'opportunité d'avoir ces rassemblements d'experts comptables. Et puis tout ça sans oublier l'objectif de la plateforme, fournir des features pour le client. Les partenariats doivent se faire sans surcharge technique, un branchement au système d'information des partenaires, etc. C'est des choses qu'on essaye de pas forcément développer dès le début. Donc l'interrogation des clients sur l'usage qu'ils ont de la plateforme, c'est vraiment notre mot-clé. On essaye de le faire dans toutes les communications avec eux et ça nous permet de prioriser les besoins utilisateurs. Et puis, à la fin, notre stratégie d'acquisition client est couplée au recrutement aussi, puisqu'on essaye de dimensionner. Et au début de notre aventure, on est à 4 et bientôt 5, puisqu'on a un sales et un customer success qui nous ont rejoints et bientôt 2, on croise les doigts. Parfait. OK. Merci encore pour cette présentation finalement de votre acquisition client, parce que maintenant on est dans le cœur du sujet là, la partie commercialisation. C'est le moment. Alors on est un petit peu en retard sur l'horaire, mais tout était très intéressant, donc pas de souci. Je vais pouvoir vous donner aussi le mot de la fin sur finalement qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 5 conseils, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce REX. S'il ne fallait en retenir que quelques-uns. Peut-être Nathalie, le mot de la fin sur la synthèse. Oui, merci Raphaël. En fait, ce qu'on peut dire et partager notre expérience, c'est déjà une chose certaine, c'est qu'un projet entrepreneurial, c'est vraiment une chance incroyable. Et puis, si j'avais quelques conseils comme ça de ces quelques mois maintenant passés, je retiendrai plusieurs choses. C'est tout d'abord qu'il faut aimer tout faire. Il faut vraiment aimer la technique, la compta, faire des projections financières, faire de la RH. Également, il faut savoir vraiment découper peut-être une tâche complète en de petites réalisations faciles à atteindre pour finalement ne pas se décourager. Il faut également accepter de construire sa start-up pas à pas, savoir décider aussi quand il le faut, se tromper et recommencer. Je pense que c'est également important pour finalement arriver à faire des arbitrages et vraiment arriver toujours à ce qui est important, c'est-à-dire prioriser les développements. Et puis également, il faut vraiment rester dans un mood positif et pour ça, il faut savoir bien s'entourer, si on peut, de personnes inspirantes et qui soient à l'écoute. Donc au final, je dirais que Thibaut et moi, on adore aujourd'hui ce qu'on fait. Pour rien au monde, on redeviendrait des salariés classiques. Et même si il faut avoir le cœur bien accroché. Ok. En effet, aventure passionnante et mes gros enjeux au quotidien sur une durée longue en plus. Je vois de quoi vous parlez. Ok, écoutez, merci aux 4 intervenants là pour ce témoignage. Encore une fois, le temps passe vite. J'espère que tout le monde a pu être très intéressé par ce REX. Alors, je vais pouvoir prendre quelques questions. En parallèle de ça, n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Alors, la première à laquelle je souhaiterais répondre, c'est celle de Jean-Bernard Mellet. Oui, il y aura un replay. Donc, j'ai essayé de faire une réponse live, mais en fait, l'outil ne m'a pas permis de le faire. Donc, je le dis tout de suite. Oui, il y aura un replay. Derrière, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc, Thomas Schwender,
Combien de temps vous a-t-il fallu pour passer du mindset employé à employeur? Vous sentiez-vous prêt? Vous êtes-vous lancé avant ou après ce sentiment? Donc, je pense que la question s'adresse directement à Nathalie et Thibaut. Je vais vous laisser répondre en quelques mots. Alors en fait, on s'est lancé quand on a eu l'opportunité de l'Internet Startup Call. Et là, je dois dire que déjà, de toute façon, on avait ça finalement en nous. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de monter cette aventure entrepreneuriale et que finalement, c'était une opportunité, voilà, à ce moment-là. C'est peut-être bien tombé aussi dans nos carrières à tous les deux. C'est là finalement où vraiment ça nous a chevillés au corps. Et puis aussi, je pense que le programme d'accélération, donc rentrer dans un accélérateur qui nous a accompagnés, ça a été aussi finalement une bonne façon de rentrer dans ce nouvel état d'esprit. Je pense que c'était important. Dès les premiers jours, en fait, on s'est redécouvert et on a vu qu'on était complémentaires. Et c'est aussi ça la force de Quipper, c'est que cette complémentarité a fait qu'on arrive à développer le projet dans tous les sens. Et on a bien vu qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter. Merci. Une deuxième question de Yousra Wifak. La crise sanitaire a-t-elle impacté le lancement de Quipper? Si oui, comment vous êtes-vous adapté? Alors, Finalement, pas tant que ça, parce que pendant cette année, donc où on a connu effectivement ces périodes de confinement, nous, ce que ça nous a pas empêché avec quand on développe une plateforme digitale, finalement, ça nous empêche pas d'avancer. On a continué peut-être encore plus les développements avec l'équipe qui a su se mobiliser. Finalement, ça nous a peut-être permis d'accélérer les développements IT. Comme quoi. Et sur la partie finalement acquisition client, peut-être qu'il y a la partie développement qui est certes a pris une grosse partie de 2020, mais sur les derniers mois et l'acquisition client, peut-être que la question peut aussi porter sur ça. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être là finalement où on a senti le plus les experts comptables finalement ils étaient très pris, hein, ils sont très pris par leur activité. Il faut sauver aujourd'hui des entreprises, donc ça prend énormément de temps. Alors là, oui, on a senti quand même qu'ils étaient peut-être moins disponibles pour nous écouter. Et encore, parce que finalement, aujourd'hui, ils savent aussi qu'il est temps justement de développer un nouveau chiffre d'affaires parce qu'ils sont en train de perdre même des clients. Et donc, il est vraiment urgent qu'ils se transforment. Donc, oui et non. Voilà. Voilà, mais j'espère qu'on a bien répondu à la question. Nouvelle question. Thomas Girard, bonjour. Merci pour ce retour d'expérience. Avez-vous mis en place une méthode agile spécifique pour le projet? Et question subsidiaire, comment avez-vous arbitré les choix technologiques? Alors peut-être que du coup, ça s'adresse plus à Laura et Anne, encore que sur la partie méthodologie, ça s'adresse un peu à tout le monde. Du coup, la partie méthodologie, on en a un peu parlé avec la méthodologie agile qu'on a mise en place et les cycles de développement de 2 semaines. Après, pour les outils qu'on a mis en place, on a un peu zappé cette partie parce qu'on était un peu en retard. Mais oui, bien sûr, il y a eu des choix techniques très importants qui ont été faits. Déjà, dans le choix des technologies, on a choisi des technologies qui étaient très répandues dans le monde du développement moderne. Et un autre choix qui a été très important, c'est l'utilisation du cloud. Donc, pour nous, toute la plateforme, elle est hébergée sur AWS. Ça a été un vrai gain de temps parce que déjà, toute la gestion et toute la maintenance de cette infrastructure, on la délègue à AWS. Et ça nous permet d'être très rapide en fait dans la construction d'environnements. Et nos environnements, du coup, ils sont forcément très, très robustes et aussi très souples parce qu'on a toute la panoplie des services managés que propose AWS. Ok, alors j'espère avoir répondu à la question. Il ne faut pas hésiter à préciser s'il y avait besoin de plus. Ok. Une question aussi intéressante. Elles sont toutes intéressantes, mais Jean-Bernard Mellet, quelle particularité liée à une fintech versus entreprise classique? Finalement, c'est une question qui est assez régulièrement posée, qui est pourquoi Quipper se considère comme une startup fintech et pas comme une entreprise dite classique? Peut-être parce qu'on a créé finalement un cœur, le cœur de Quipper, qui est un moteur qui repose sur un peu de l'intelligence artificielle, on peut dire, qui est spécifique finalement à notre entreprise. Et puis parce qu'on est 100% digital.
et qu'aujourd'hui, on peut tout faire sur la plateforme sans intervention humaine. Et puis aussi parce que on vous a dit, on a une vision à long terme de ce qu'on souhaite que Quipper devienne. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on va pouvoir injecter de l'intelligence artificielle pour encore améliorer notre parcours client. Et donc ça, c'est des éléments qu'on a en tête, qu'on développera au fur et à mesure des demandes clients d'ailleurs. Mais c'est toujours cette vision à long terme qui nous guide. Et puis, on ne s'interdit pas demain de vendre nos API directement, les implanter dans d'autres applications. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un crash sur le partage des slides, parce que j'ai rien fait. Donc, je vais revenir dessus. Voilà, pardon, excusez-moi. Mais en même temps, on est sur la partie questions, donc ce n'est pas forcément fondamental. Il y avait une petite précision de la part de Jean-Bernard Mellet, c'était versus un SaaS classique. Alors, du coup, je précise que Quipper est une plateforme digitale SaaS pour le coup. Donc, je ne sais pas finalement s'il y a une opposition entre les deux, entre startup fintech. C'est une solution digitale c'est une plateforme digitale de type SaaS. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Il est 12h, il est midi 19. On a dépassé de 4 minutes les 45 minutes qu'on s'était accordées au démarrage. Sauf s'il y a une dernière question qui pourrait être éventuellement prise en parallèle, mais a priori, j'en vois plus. Ah non, ça, c'est des réponses qui sont faites par Laura à Thomas Girard. Parfait. Alors, du coup, sur la partie onglet sondage, vous avez un ROTI. Donc, ROTI veut dire Return of Time Invested. Donc, c'est le retour sur votre temps que vous avez consacré à ces 45 minutes de témoignages et de conseils. Je vous invite à y participer, à noter finalement, à faire un commentaire en tout cas sur cet onglet-là. Voilà. Et peut-être, je ne sais pas, si un des participants a envie de reprendre la parole pour encore nous partager quelque chose. Mais sur le principe, on a l'événement et le retour d'expérience est terminé. Donc, je vais laisser. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé ça. C'était pour nous aussi l'occasion de partager notre aventure et c'est vraiment une aventure au quotidien qu'on aime partager aussi. Donc, c'est important pour nous. Et voilà, merci. Alors, regardez dans le rétroviseur de temps en temps, c'est important. On a dit qu'on avait besoin de se rebooster dans la création d'une startup et parfois faire une toute petite pause et être fier des réalisations accomplies. Ça permet d'aller encore plus vite sur le reste du parcours.